Bonsoir, bonne fête de travail à tous. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Nous célébrons cette fête de travail en étant en votre compagnie. Voilà, c'est comme ça qu'on a voulu pour cette autre édition de Afro Night. Nous allons parler de danse, de chorégraphie. 20 groupes vont donc s'affronter. Ce sera le dimanche 5 mai prochain. C'est la deuxième édition de ce qu'on appelle le Melting Crew. Voilà, quelle est la définition que vous donnez justement de cette activité? Tout simplement en prenant le titre, d'abord Melting Crew, donc je me suis fait un brainstorming, c'est-à-dire une recherche de mots. Melting pot, donc voilà, un mot qui rassemble, crew, c'est-à-dire tout ce qui est groupe, performeur. Donc voilà, ça m'a donné un mot assez condensé, Melting Crew. Il y a autant de groupes de danse ici en France? Il y en a beaucoup, il y a une très grosse émergence. Bon, on a connu déjà dans les années 80 une essor, c'est-à-dire dans un style hip-hop, c'est-à-dire en France, avec tout ce qui émergeait des États-Unis. Ça a été importé en France. Et puis aussi avec cette génération, c'est-à-dire d'enfants issus d'immigration, c'est-à-dire consonance africaine, qui fait que cette émergence urbaine a créé, c'est-à-dire des gens danseurs qui étaient dans la danse hip-hop et des jeunes dans le domaine afro. C'est une battle, qu'est-ce que c'est? Non, c'est plus qu'un battle, c'est-à-dire que le groupe vient démontrer sa discipline de danse. C'est-à-dire que, par exemple, un groupe hip-hop, tout simplement, on va lui demander de démontrer ce qu'il sait faire. Ça finit par un vainqueur? Ça finit... non, pas par un vainqueur. Pas par un vainqueur. C'est une démonstration, tout simplement, de danse. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Bonnie, bonsoir. Bonsoir. À chacun ses moyens. À chacun ses moyens, en effet. On vit dans un pays qui n'est pas pauvre, n'est-ce pas? Mais des fois, on a l'impression que notre police nationale manque un peu de moyens face aux grosses voitures des dealers ou autres trafiquants. En tout cas, à Dubaï, ils n'ont pas ce problème-là, on va dire. Ils n'ont pas ce souci-là. Abdelaziz, bonsoir. Bonne fête de travail. Merci. Comment allez-vous? Abdelaziz, aujourd'hui, pour le point d'actu, c'est un point d'arrêt, car Hollande fête sa première année à la tête de l'État français, mais on va s'intéresser à ce rapport qu'il a avec l'Afrique. Oui, à ce rapport qu'il a avec l'Afrique. En octobre, on en parlait justement pour l'autre discours de Dakar, quand il s'est rendu chez Macky Sall et quand il a reçu ses premiers chefs d'État à l'Élysée. Nouvelle perspective africaine, au moment du bilan, l'Afrique semble être épargnée des critiques qui sont faites à François Hollande. Et puis, notre ami Phil, comme tous les mercredis, nous amène au cinéma. Bonsoir, Phil. Bonsoir. Un seul prénom, Denis. Denis, oui, c'est la fête du travail aujourd'hui. Ce n'est pas la fête pour Vincent, parce que Denis, c'est le cauchemar de Vincent. Vincent a cru rencontrer par 2 fois la femme de sa vie. Mais par 2 fois, elles sont parties. Donc, on va regarder, parce que ce film sort également aujourd'hui. Voilà. Il faut aller voir ce film, car en tête d'affiche, il y a Fabrice Eboué, voilà, un grand acteur, quelqu'un qui est en train justement de faire son petit trou. Ouais, ça c'est clair, c'est clair, et nous sommes très très fiers de lui. Voilà, pour revenir au Melting Crew, pourquoi vous avez voulu l'appeler ainsi, Melting Crew 2.0? 2.0, parce que aujourd'hui, ce qui est un peu au goût du jour, c'est tout ce qui est technologique. Bien évidemment, avec les jeunes, tous ces jeunes qui vont sur Facebook, Twitter. Donc justement, la particularité en plus de cet événement-là, c'est-à-dire qu'on aura un système Twitter qui permettra, c'est-à-dire en entrant l'hashtag de l'événement, de tweeter en direct sur un écran, c'est-à-dire qui sera sur la scène, justement, de voir les Twitter comme ça en public. Voilà, c'est la grosse particularité. Où aura lieu donc cette deuxième édition? À Fontenay-sous-Bois. Fontenay-sous-Bois, à la salle Jacques Brel. À la salle Jacques Brel. Phil? Alors, le Melting Crew 2.0, c'est la deuxième édition, comme on l'a rappelé sur ce plateau. Tous les jeunes de Fontenay-sous-Bois se retrouvent-ils derrière cet événement? Bien sûr, tous les jeunes, déjà dû au succès en plus de la première édition, et même à la première édition, on a bien remarqué que tous les jeunes étaient... on sentait une ferveur autour de cet événement-là, parce que justement, la particularité de cet événement, c'est que ça regroupe beaucoup de disciplines. Il faut savoir que les tendances changent d'année en année. Avant, on était plus recentré hip-hop, et là, la jeunesse cherche la diversité, c'est-à-dire avec l'ouverture, si vous voulez, de tout ce qu'il y a sur Internet, bien évidemment, cet événement peut c'est quoi les pas à la mode? Pardon? C'est quoi les pas à la mode en ce moment?
Il n'est pas à la mode. Écoutez, plein de tout. Azonto, tout ce qui vient du Ghana, nigérian. En plus, on a une émergence justement de ces pays, anglophones. Par contre, vous êtes beaucoup focalisé sur le volet hip-hop, mais le Melting Crew, c'est également ces musiques qui arrivent d'Inde. Il y a des Indiens qui vont également faire des prestations. En fait, c'est une rencontre des cultures. C'est une rencontre des cultures, voilà. C'est une manière de justement ouvrir cette culture à toute personne qui souhaite regarder un show ouvert, tout simplement, ouvert au monde. Quel est l'intérêt d'y participer? L'intérêt d'y participer, c'est-à-dire en tant que danseur ou en tant que spectateur? En tant que groupe. En tant que groupe, l'intérêt justement... de danseurs. Nous, on a la particularité déjà à cet événement-là d'avoir des parrains de renom, comme Jesse Matador, Benji Deneg Marron et Mokobe. Donc... on connaît justement ces artistes-là, je ne les présente plus. Tout simplement, pour le groupe, le challenge peut être d'être réorienté dans un clip ou dans un autre projet. On a un groupe qui avait participé l'année dernière, qui a été suivi par une production qui, je crois, avait produit les DS. Actuellement, ils sont, je pense, en studio. Voilà, Nouvelle Donne, exactement. Donc voilà, c'est un cocon de pépites. On va voir le teaser, justement, de cet événement. Voilà, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagalov. Voilà, donc je suis là pour vous annoncer que le 5 mai, il y aura du lourd. Je serai présent, c'est moi qui vais présenter, il y aura plein d'artistes et franchement, venez, parce que si tu m'as raté, là, faut pas que tu dises, ouais, Sagalov, on voit dans les vidéos, on l'a pas vu en vrai, comment il est. Si tu m'as raté, déjà le 1, il était explosif, mais le 2, ça va te tuer. Donc le 5 mai, il faut que tu sois là. Là, tu viens avec papa, tu viens avec coq, chien, mais en tout cas, tu es là. À tout à coup. Oh! Alors lui, c'est Sagalov. Voilà. Parlez-nous de ce présentateur de show. Oui, Sagalov, artiste comédien, qui a commencé déjà à faire pas mal de bruit sur Internet, en fait, en faisant des petites vidéos de parodies. 40 000 personnes. 40 000 personnes qui le suivent sur... 40 000 fans. Donc c'est énorme. C'est énorme. Il a un buzz colossal, en fait, sur YouTube. Et moi, je l'ai repéré lors d'un spectacle et tout simplement, je me suis dit, allez, il me faut, entre les shows de danse, quelqu'un qui animerait, qui réveillerait le public et voilà. Mais ce teaser, il est très relatif au football. Pourquoi ? Tout simplement parce que le parrain associatif de l'événement n'est autre que Blaise Matuidi, un ami d'enfance. Et je me suis dit, qui ne connaît pas le PSG aujourd'hui ? Moi, je connais pas le PSG. Bon, je connais l'Olympique de Marseille. je réponds même pas. Voilà. En tout cas, avec... C'est-à-dire, c'est l'équipe qui a 7 points d'avance sur la vôtre. Vous voyez ? Voilà. Vous la retrouvez maintenant ? Non, vous ne voyez toujours pas. Donc, comptez 7 pas et vous comprendrez. Oui. Donc, voilà, il est venu nous filer un coup de main, tout simplement parce que l'événement se passe dans son quartier d'enfance. Fontenay-sous-Bois, il faut le rappeler. Il sera là. Je ne vais pas trop en dire parce qu'il était prévu qu'il soit là, mais pour des causes professionnelles, bien évidemment. Il va être champion certainement. Mais toujours est-il que l'ambiance sera... Voilà, là, exactement. Voilà. En tout cas, il sera là dans l'esprit. Et c'est déjà bien d'être le parrain de ce type d'événement. Abdelaziz. Est-ce que la diversité sauve justement ce type d'événement? Parce que vous l'avez évoqué, il y a beaucoup plus d'ingrédients, ça respire. Et que ça permet de sortir de l'underground. Parce que c'était des mouvements qui n'étaient pas reconnus, n'avaient pas accès au grand PAF, au paysage audiovisuel français, et qu'aujourd'hui, on voit qu'avec Mokobe et un certain nombre d'Jesse Matador, effectivement, on a une plus grande visibilité. Exactement. Enfin, moi, j'aimerais en plus rajouter que souvent, quand on organise un événement, c'est-à-dire en banlieue, il y a ce cliché, en fait, automatiquement, qui dit banlieue, peut-être, je sais pas, enfin, chacun ça. Mais la banlieue reste le plus grand réservoir des talents, qu'on le veuille ou pas. Oui, et c'est encore un problème, justement. Je voudrais savoir comment ils articulent ça pour pouvoir... Parce que la chose, c'est aussi de démontrer, c'est-à-dire aux spectateurs, que toute personne
qui viennent de banlieue ou autres, parce que c'est toutes les catégories sociales qui participent à cet événement, que ce soit en tant que prestataire, groupe, ou en tant que spectateur, justement, c'est de montrer que tous ensemble, on peut monter un show, tout simplement, que vous veniez de banlieue ou autre. C'est de donner une image améliorative plutôt que péjorative de ce qui se dit en banlieue. Donc voilà, nous, en tout cas, on est au-dessus de ça. C'est tout simplement montrer ce que vous avez dans le ventre, quoi que vous fassiez. La vous première veniez. édition, il y a eu combien de groupes? Il y a pareil, une vingtaine de Une groupes. vingtaine de groupes. Voilà. Et combien de participants? Combien Alors, le public 170 était évalué? danseurs en tout. Non, le public. Mais le public, un peu plus de 500 personnes quand même. 500 personnes. Voilà, pour Bah, une c'est première super édition, bien. c'était énorme. C'est bien, Voilà. c'est très très bien. Et Bonnie, il a ses moyens à lui, mais à chacun ses moyens, n'est-ce pas? je Voici sais pas venu le focus. Ça va le faire. À chacun ses moyens. Oui, en effet, ça se passe à Dubaï. Donc, deux semaines à peine après avoir montré les nouvelles voitures de patrouille, c'était une Lamborghini il y a 15 jours. Aujourd'hui, c'est la Ferrari pour renforcer davantage l'image de luxe et de prospérité de l'Émirat. Voilà, c'est une nouvelle voiture de patrouille de police à Dubaï. C'est donc la Ferrari. Bien entendu, comme quoi ce ne sont pas des pays qui sont Mais sexistes. hein. pourtant, ils sont sages là-bas à Dubaï. Non mais écoutez à quel point ils sont sages. La Ferrari FF a été confiée à la brigade féminine de la police de Dubaï et elle ne servira à patrouiller dans les zones touristiques de la ville bien entendu et non pas à poursuivre les malfrats dans toutes les petites rues de la rue. Donc une Ferrari aux Émirats conduite par des femmes. Il y a des sexistes qui pourraient trouver des blagues, moi j'en trouverais On peut pas. faire notre location sur les Champs-Élysées à 89 Sabir, euros. Oui, on l'a vu aussi. Sabir me ça. charge de vous dire que lui, il peut patrouiller toute la vie avec. Oui, Il ça, s'arrêtera pas, je veux quoi. bien. Donc voilà, donc c'est l'introduction de plus en plus des voitures. Sachant que le parc automobile des voitures de police, c'est quand même des Camaro. Donc voilà, juste la voiture de base pour poursuivre les gens, c'est la Camaro. Donc je pense les que bas déjà quartiers, dans les Camaro. bas quartiers. Donc là, c'est pour les grandes avenues touristiques. Ouais. La Lamborghini, Les bandits pareil. en costume cravate. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'avec les femmes, c'est bon quand ça va vite? Quand on est en sécurité, oui. Donc voilà, chacun ses Bravo, moyens. monsieur Abdelaziz. Bravo, Ebony. Voilà. Ok, à chacun ses moyens. Bien, ça va vite là-bas. Ah oui, là, ici, nos pauvres petits bleus, ils ont encore des voitures innommables. On les reconnaît de loin, il n'y a que qui ont encore ces voitures-là. Bon, on les respecte quand même, nos amis de Je la me demande police. s'il n'y a pas des bandits qui essaieront de faire justement des exactions histoire de monter dans une Ferrari. Et... Il faut faire attention, on ne confie pas une voiture comme ça à une femme si elle n'a pas la maîtrise. Hein. Ça, Vous c'est savez, clair. La délinquance de Dubaï et la délinquance d'ici, elle est totalement différente. hein. Là-bas, une le voiture délinquant, c'est celui qui dit attention, pousse-toi. Voilà, c'est pas pareil. Voilà. Voiture de dealer. Merci beaucoup. On parle de cet événement depuis le début de cette émission. On va voir un extrait de ce qui s'est passé l'année dernière.
Ok, les petits trous, vous êtes là ou quoi? Non, gros, j'entends rien, faites du bruit! Y'a les mamans, les. Sada! Papa, Sada! Sada! Attends, est-ce que vous connaissez Sadonga? Alors, quand j'ai allé maman, les. Sada! Papa, DJ Marco, balance ça, s'il te plaît. Voilà, c'est cette ambiance-là qui prévaudra donc le 5 mai prochain. Il faut aller applaudir tous ces groupes. Bana C4, ils participent plus, non? Si, ils participent encore. Ils feront la clôture. La clôture, hein, parce que est-ce que tous les groupes qui participent, la vingtaine de groupes dont vous nous avez parlé, il y a des groupes connus? Bien sûr, en fait, il y a des groupes qui ont déjà fait certains primes, en fait, comme dans des grandes chaînes, comme l'émission La France a un incroyable talent. Ouais. Et d'autres qui ont été même gagnants, en fait. Axel et Alizé viendront se produire aussi. Les jeunes enfants qui avaient gagné, justement, à cette fameuse édition qui avait eu lieu en 2010. Ils seront là aussi? Oui, ils seront là, tout le monde sera là. Et Bonnie? Justement, pour rebondir sur la question d'Abdelaziz tout à l'heure, c'est vrai que les musiques urbaines, donc, quand on dit Melting Crew, en plus organisées en banlieue, à Fontenay-sous-Bois, ça souffre de l'image de la banlieue, donc on a un peu peur qu'il y ait des racailles, qu'il y ait des mouvements de foule et tout ça. Pourquoi ne pas avoir associé plutôt à des danseurs connus de la 1 à la 6 du PAF, c'est-à-dire que Kamel Wally ou Mia Fry, qui sont déjà plus bankable et plus, on va dire, ouverts sur d'autres cultures, que reprendre, même si moi, personnellement, j'aime bien Benji, Mokobe, et c'était qui la troisième personne voilà, qui sont déjà dans le milieu urbain afro-caribéen, donc encore dans cette diaspora. Pourquoi ne pas avoir associé des personnes qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là, ni dans l'African New Style, ni dans le hip-hop, ni dans ce genre de danse? Non, en tout cas, on aurait bien voulu en fait avoir un parrain représentant, c'est-à-dire le domaine hip-hop. Je sais qu'il y avait des demandes qui avaient été faites, mais ça n'a pas été évident par rapport justement à l'emploi du temps assez dense de justement certains grands acteurs du hip-hop. Avec tous les événements qu'il y a eu, c'était pas évident. Mais après, je pense que de par les prestations justement de ces groupes hip-hop, je pense que d'année en année, ils vont un peu plus connaître la chose et plus s'intéresser et peut-être au futur parrainer l'événement clairement. Il y a déjà un grand show qui s'appelle Le Juste Debout, qui a déjà quelques années d'édition déjà, à Bercy, je l'ai pas cité, créé par Bruce Iganji-Sonné, qui lui-même est danseur, qu'on voit aujourd'hui sur France O. Bien sûr, non, c'est pas du tout. Est-ce que ça s'attend à avoir le même... Melting Crew reste... Et puis Mokobe, il faut savoir que même s'il est dans le domaine afro et même s'il est sorti... C'est quelqu'un qui a commencé dans le domaine hip-hop, donc lui-même est représentant du hip-hop avant d'être afro, et puis voilà, c'est un métissage, il n'y a pas de complexe en fait. Comment? Il est d'Aulnay-sous-Bois ou de Fontenay? Non, il est de Vitry. De Vitry, du 94, donc bon, voilà, c'est similaire. Mais en tout cas, il n'y a pas de complexe, l'événement est ouvert à toutes sortes de parrainages, c'est juste une question que, comme on est en phase de lancement, on n'est qu'à notre deuxième édition, on n'a pas forcément eu le temps de se concorder, c'est-à-dire au niveau des emplois du temps avec les grands parrains, on aurait pu prendre, comme vous l'avez dit, et Kenji, avec qui on aurait eu le plaisir, un grand plaisir de travailler, mais on n'a pas eu... Cela viendra. Oui, mais je l'ai déjà rencontré, mais bon, c'est pas... Voilà, cela viendra. Aujourd'hui, c'est un point d'arrêt, car il a décidé de nous parler de la première année de François Hollande et de ses rapports avec l'Afrique. Voici venu le point d'actu. Moundé Abdelaziz, quels peuvent être les faits marquants de cette première année de François Hollande quant à ses rapports avec le continent africain? Oui, fait marquant, Serge Fato, en octobre 2012, c'est l'autre discours de Dakar. Premier discours de Dakar avec Nicolas Sarkozy, l'Afrique n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Tollé, cri d'orfraie justement dans l'intelligentsia et sur tout le continent. Eh bien, François Hollande est revenu à Dakar. Ce n'était pas à l'université, c'était plutôt à l'Assemblée nationale, devant la légitimité, devant le Parlement, devant les élus pour leur parler de l'Afrique telle qu'il espère, une Afrique sans Jean Généras, mais avec exigence, justement exigence, puisqu'avec l'opération Serval au Mali, le 11 janvier 2013, sont apparus comme ça les commandos français qui ont stoppé la marche des islamistes qui allaient de Tombouctou vers Bamako pour pouvoir prendre le pouvoir. Eh bien, c'était pour la France, justement, le moyen de montrer une coopération avec les pays africains. Il y a aussi la réconciliation avec l'Algérie. Serge Fato, gros dossier de la politique française, une vraie arlésienne, puisque avec les massacres d'hiver, octobre 60,
1963, Veldiv, etc., la France peinait justement à signer un traité d'amitié avec Alger parce que Alger exigeait que la France puisse reconnaître officiellement des massacres qui avaient été faits. Eh bien, ça avait été fait avec Abdelaziz Bouteflika. Il y avait peut-être une signature de contrat économique, industriel, etc., mais il y avait surtout cette chape de plomb qui pesait symboliquement qu'a pu lever François Hollande sur le sommet de la continent. francophonie à Kinshasa. Sommet de la francophonie, on revient en novembre, justement, avec cette ère glaciale de François Hollande, avec des exigences qui avaient été déminées au départ par Yamina Benguigui, qui est nommée justement pour la francophonie, le président Kabila, qui était taxé justement par certains de dictateurs, mais qui n'avait pas les faveurs de François Hollande pour les exactions aux droits de l'homme. Il y a une situation d'aplomb très très difficile dans l'Est et dans le Sud du Congo, mais on imputait à Kinshasa, au pouvoir de Kinshasa, justement un certain nombre de dérives en matière non seulement de gouvernance, puisque c'est un pays un tout petit peu qui allait à volo sur le plan budgétaire, sur le plan financier et économique, mais surtout les exactions aux droits de l'homme qu'on reprochait, et de façon très expressive et directe François Hollande. Et puis, tout récemment, la libération des otages français. Otages français pour lequel, justement, une libération pour laquelle, autant pour moi, il a remercié avec beaucoup de gorge chaude le président Biya. Un accueil glacial pour certains analystes, quelques temps avant, justement en février de cette année, à Paris, où on estimait que François Hollande ne veut plus dérouler le tapis rouge à un certain nombre de présidents africains qui faisaient partie de ce qu'on appelait la France-Afrique. Vous savez, ce système dont parlait Jacques Faucard, qui était fait d'amitié personnelle, de réseau, de mallettes, comme de cousinage avec le continent. Eh bien, Paul Biya était venu à Paris, une visite d'amitié et de travail où le MEDEF a été associé, un nouveau format comme celui qui a été appliqué au président Denis Sassou Nguesso du Congo, et François Hollande qui a voulu, dès le début de son mandat, montrer des signaux. Mamadou Issoufou, Macky Sall, qui estimait-il étaient les exemples justement d'une élection propre, transparente sur le continent et qui tranchait avec les anciennes pratiques de ce qu'on appelait la France-Afrique. Quels sont les hommes ou les structures qui permettent justement l'établissement de cette nouvelle politique française? Oui, il y a eu Pascal Canfin, justement, avec un ministère consacré au développement. On sortait du ministère de la coopération qui sentait un peu le fumet, justement, de cette France-Afrique, avec des politiques de coopération qui faisaient partie du réseau ELF, avec des rétrocommissions, etc. Pascal Canfin, qui est un expert de la finance internationale, justement, de ces blanchiments, des questions de blanchiment. C'était un signe pour montrer qu'il y avait une rénovation au Quai d'Orsay, des développements pour l'Afrique, se consacrer aux questions de solidarité, aux vraies questions de développement sur le continent, avec l'Agence française de développement qui est d'Ovzevra, qui partira bientôt, mais qui est restructurée, qui s'est développée sur l'Afrique de l'Est, sur l'Afrique anglophone, qui est sortie un peu de ce qu'on appelait le giron, le précaré français. Il y a Pascal Canfin, mais il y a aussi Hélène Le Gall, Thomas Mélenot, qui ont préparé dans le cadre de la campagne de François Hollande et de la Fondation Jean Jaurès, think tank du PS, qu'on appelait la nouvelle politique africaine et qui sont aujourd'hui les conseillers de François Hollande à l'Élysée. Pour les enjeux du futur, on va aborder des thèmes et on va les exécuter ensemble. Sur le plan économique. Oui, une nouvelle frontière de l'économie mondiale, 8% de croissance pour 14 pays africains, dont les pays de ce qu'on appelait le précaré. La France est en pointe, c'est le deuxième investisseur sur le continent après la Malaisie. Avant la Chine, c'est une bataille au couteau pour des contrats au Togo, au Mali, au Sénégal, au Bénin, partout. Les Français, Bolloré Logistique, qui est en Côte d'Ivoire, justement, qui va construire et faire extendre les imports. Donc c'est une vraie bataille économique et François Hollande, Pierre Moscovici, avec un nouveau concept de diplomatie économique, veulent prendre des marchés sur le plan stratégique. Sur le plan stratégique, avec le nouveau livre blanc de l'armée, on souhaite réduire de 11 000 le nombre de Français engagés sur le plan international dans l'armée française, mais les grandes missions de l'armée française sont maintenues, outre la dissuasion nucléaire et la protection du territoire national, la coopération avec l'Union européenne et l'OTAN. On a la capacité de projection sur le plan international. On l'a vu avec l'opération Serval au Mali. La France, justement, dit-on, cette opération permet de voir quelle est l'importance du maintien des bases françaises en Afrique. Sur le plan politique? Sur le plan politique, les questions de gouvernance, justement, sur lesquelles insistent les questions de droits de l'homme, sur lesquelles insiste le nouveau pouvoir français. Il y a un certain nombre d'indicateurs pour montrer, à travers, on a parlé des audiences tout à l'heure, le traitement qui est accordé ça et là au président africain pour montrer qui la France adoube de façon symbolique avec cette nouvelle politique. On se rappelle que l'un des parrains de François Mitterrand sur le plan symbolique, c'était le discours de la Baule en 90 qui conditionnait l'aide à l'instauration de régime démocratique sur le continent.
Dans les perspectives, quel sera le terrain de reconquête? Terrain de reconquête sur le plan intérieur, il y a un certain nombre de réformes sociétales qui ont eu beaucoup de mal à passer. Il y a également un certain nombre de réformes sur le plan économique, contrat de génération, emploi aidé, soutien à l'investissement, etc. François Hollande est plus haut, plus mal dans les sondages, mais beaucoup lui prêtent sur le plan diplomatique, dès le début de son mandat, un bilan plutôt positif qui est moins mitigé que celui sur le plan national. Et il faut rappeler que sur le plan culturel, on a omis de l'évoquer, la France veut réaccueillir les étudiants étrangers africains avec une politique de visa sur les talents étrangers, etc. On se souvient qu'à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, une polémique avait enflé sur la quasi-expulsion de ceux qui étaient arrivés en fin d'études. Eh bien, la difficulté pour eux d'avoir des stages. Voilà, des stages, eh bien, c'était supprimé. Et Campus France est redevenu en pointe, vraiment autant en pointe pour faciliter les visas à ces étudiants africains. Merci beaucoup. En moins de 10 minutes, on a essayé de faire un bilan de ces rapports avec l'Afrique. Bravo. Merci beaucoup. Vous connaissez le groupe Toufan? Toufan, oui, ça me dit oui, bien vous sûr, les connaissez bien. Oui, sur YouTube. Ils sont du Togo, ils sont auteurs de chansons assez agréables, chansons dansantes aussi. On a tenu à vous proposer ce titre parce que ça bouge et j'espère que ça va inspirer tous les groupes qui vont arriver là-bas à ce Melting Crew 2.0. Cool Catché pour dire « Je suis le plus cool ». Du quartier. Voici venu extrait d'un album à venir, la dernière vidéo du groupe, sans commentaire. Désormais, appelez-nous ambassadeur, messager, chevalier 5 étoiles. Le plaisir commence ici. Johnny, Bateriba, Fotololo. Eric Gagou. Hey, quand la révélation de l'éternel se manifeste dans la vie de l'homme, il faut se